prends justement 2 minutes. C'est facile parce que j'ai l'heure en face de moi, donc je peux parler sous contrôle d'un indicateur objectif, comme on dit dans la méthodologie, pour vous expliquer comment on a travaillé pendant plus ou moins 3 mois en essayant de répondre à une question qui est vraiment une grande question sur la table des institutions et des citoyens dans, je dirais, toutes les démocraties du monde et dans les organisations internationales et transnationales du monde aujourd'hui. Liberté, ordre public. Bien sûr, on veut les deux, mais le défi du terrorisme nous met dans la position de nous poser la question sérieusement comment assurer les libertés tout en assurant aussi l'ordre public. Et les réponses qui ont été données par les différents systèmes politiques, institutionnels, disons qu'on a pu observer et qu'on pourrait observer, suivant la même méthodologie, sont des réponses différentes qu'on pourrait expliquer à travers des variables historiques, des variables, bien sûr, constitutionnelles, politiques, sociales, etc. Comment on a décidé de travailler pour répondre à cette question à travers un regard qui est strictement comparé. Ici, je parle avec beaucoup d'étudiants en face de moi. Donc, je pense que c'est intéressant, surtout dans une salle, dans un amphi de Sciences Po à Paris, où l'attention pour la dimension internationale et le regard comparé se trouve souvent dans, disons, vos journées d'études et de recherche. On a tout d'abord choisi un échantillon de pays, tout en essayant de garder ensemble des pays qui ont dans l'histoire des expériences du terrorisme, donc qui avaient déjà dans les règles, dans la loi, dans la structure politique institutionnelle, un peu, disons, l'expérience ou les traces d'une expérience de lutte au terrorisme, et d'autres pays qui ont réagi d'une façon plus, disons, urgente, plus récente. Ensuite, on a essayé de mettre ensemble aussi des pays qui interagissent pour des raisons bien évidentes, parce qu'ils sont en Europe avec le droit commun, et des pays qui sont dehors le système européen, comme par exemple les États-Unis ou le Canada. Ensuite, on s'est posé la question de quel type de données prendre en considération. Et on a construit des fiches pays et des fiches sur les systèmes transnationaux, parce qu'on a considéré à la fois les systèmes de coordination de l'Union européenne, mais aussi la Cour latino-américaine. On a considéré des données à la fois, si vous voulez, formelles, donc la Constitution, bien sûr, les règles, mais aussi des données qui viennent du fait que les juges, donc les institutions qui sont responsables pour assurer les libertés et donc pour garder les limites, pour être les gardiens, si vous voulez, des limites au pouvoir qui essaye de construire l'ordre public, disons comme ça, ou de lutter contre le terrorisme, eh bien, on a considéré des arrêts particulièrement significatifs pour nous donner un peu le signe, la direction de ce qui se passe dans l'interaction entre les pouvoirs. Et on a considéré parmi les droits fondamentaux qu'on aurait pu prendre en considération, seulement entre guillemets, parce que c'est vraiment une grande partie de liberté, qui seront le sujet de la deuxième partie de notre matinée, donc la liberté d'aller et venir et la liberté d'expression. Comme vous comprenez bien, donc ce sont 2 libertés qui font un peu les piliers de nos garanties constitutionnelles. Bien, vous pouvez d'ici à quelques mois avoir les résultats de nos travaux publiés, et pour l'instant, j'ai mes thèses. Et je passe la parole aux intervenants à la première table ronde, que je remercie. On commence avec un regard comparé sur la réorganisation du pouvoir qui est en partie le résultat d'une réaction, d'une adaptation institutionnelle
à la lutte au terrorisme. Donc je demande à Philippe Cossalter de commencer notre matinée. Merci, chers collègues. Commencer la matinée, ce serait un trop grand honneur, mais vous parlez de manière très courte du rapport sur l'Allemagne que j'ai rédigé avec, je le rappelle, Lynn Hollinger, qui est une collaboratrice scientifique et à ma chaire de droit public français de l'Université de la Sarre au Centre juridique franco-allemand. Et je m'excuse parce que je devrais quitter le pupitre, car organiser quelque chose aujourd'hui à Paris, c'est très difficile d'y participer pour moi, parce que c'est un petit peu notre Oktoberfest à Strasbourg. Le franco-allemand se réunit tous les ans, et c'est le forum franco-allemand aujourd'hui, donc je devrais vous quitter pour le rejoindre. Parler de l'expérience allemande en matière de lutte contre le terrorisme permet d'avoir une approche extrêmement, je dirais, efficace à la comparaison, car les différences apparaissent immédiatement. Je pourrais les résumer ainsi. Lorsque l'on compare la France et l'Allemagne, on compare un État centralisé et administratif et un État fédéral et constitutionnel. Et il ne faut jamais oublier cette donnée quand on compare le système juridique avec l'Allemagne, car le système et l'organisation fédérale a pour conséquence nécessaire une attention particulière à la donnée constitutionnelle et au droit constitutionnel. Car le droit constitutionnel, et c'est ce qui explique, ce sont des évidences que je rappelle, le fleurissement et la reconnaissance de la donnée constitutionnelle aux États-Unis à partir de 1803 et puis en Allemagne à partir de 1949, c'est la répartition des compétences. Répartition des compétences entre Länder, répartition des compétences entre les Länder et le Bund, entre l'État fédéral et les États fédérés. Il y a donc une donnée fondamentale et qui permet d'informer notre problématique de la première table ronde, qui est la réorganisation des pouvoirs et des compétences. C'est l'attention portée à l'attribution constitutionnelle des compétences en matière de lutte contre le terrorisme en particulier, et pour permettre à l'État fédéral allemand de lutter contre le terrorisme, le constituant allemand a dû modifier la Constitution en 2006 en définissant, et c'est ça qui est intéressant, en définissant ce qu'est le terrorisme. Qui dit attribution de compétences dit nécessité de déterminer l'objet de cette attribution et donc nécessité d'une définition constitutionnelle du terrorisme. La deuxième donnée importante et constante quand on étudie l'Allemagne, c'est l'attention particulière à la compétence de la police judiciaire par rapport à la police administrative et à l'encadrement législatif de l'exercice des compétences de la police judiciaire. Il y a donc évidemment pour la question de la compétence un apport important et assez visible de l'étude du système allemand que je résumerai, puisqu'il me reste désormais 1 minute, si j'ai bien compris, que je résumerai donc en 1 minute sur 2 points. Le premier point, c'est, comme je l'ai dit, que la Constitution elle-même définit l'attribution des compétences. Alors je dis un chiffre, mais évidemment le rapport allemand est publié avec l'ensemble des actes de nos travaux. L'article 73 de la Grundgesetz, qui nous dit, je le dis en français, qui donne une compétence exclusive à la Fédération pour, je cite, la prévention des dangers du terrorisme international au moyen d'un office qui est peut-être un intermédiaire entre la police judiciaire et la police administrative, puisqu'il s'appelle Amt, c'est-à-dire une administration, au moyen de l'Office fédéral de police criminelle, le Bundeskriminalamt. Ça, c'est sur l'attribution des compétences, et pour rappeler, donc, en 30 secondes, que cette attribution de compétences est faite par la Constitution. Et un dernier point, à propos de l'effectivité de la protection, et je ne compare pas l'effectivité de cette protection avec la France. Là, il ne s'agit pas de dire que la protection est plus effective en Allemagne qu'en France, mais une donnée, souvent j'échange avec quelqu'un qui m'est assez proche, et on parle de déontologie. Et quand je pose la question de la limite de la déontologie, il me dit, si ça t'ennuie, c'est que c'est de la déontologie, parce que ça te contraint. Et quand on examine la jurisprudence de la Cour constitutionnelle relative à ces questions,
on voit l'ennui et la contrainte. Pourquoi? Parce que, je ne citerai qu'une décision, une décision du 20 avril 2016, justement sur les compétences, c'est la loi sur l'Office fédéral de police criminelle qui déterminait les compétences nouvelles de l'Office fédéral de police criminelle, notamment pour la surveillance secrète des individus. Donc ce qui relève en partie des interceptions de sécurité et qui permet de prévenir les atteintes. Et j'irai très vite, la Cour constitutionnelle a déclaré cette loi contraire à la Constitution allemande, enfin à la loi fondamentale, en considérant qu'il y avait, et tout le monde sait que le contrôle constitutionnel est axé autour de cette notion, une disproportion dans le contrôle, enfin dans l'atteinte aux libertés, le système de contrôle de la Cour constitutionnelle étant un système de mise en rapport de droit constitutionnel. Il y a le droit constitutionnel qui garantit la possibilité pour l'État de protéger les citoyens et la garantie de la vie privée, le Datenschutz, qui est une sorte de nouveau Graal du droit allemand. Il est très difficile de comprendre l'organisation de la société allemande si on ne comprend pas le rôle central de la protection des données personnelles au niveau constitutionnel. Ce qui aboutit, je finis là-dessus, à une déclaration d'inconstitutionnalité partielle de cette loi, et le législateur a jusqu'à la mi-2018 pour adapter. Évidemment, c'est comme au Conseil constitutionnel, la déclaration d'inconstitutionnalité se fait avec un délai qui permet au législateur d'adapter et d'adopter les dispositions législatives suivantes. Il me semble que j'ai respecté le délai, mais un dernier mot pour comprendre enfin l'attention particulière qui peut être choquante pour l'observateur extérieur, une absence de réalisme, on pourrait dire, de la Cour constitutionnelle. Il suffit de changer de salle aujourd'hui et de descendre au 5e étage, puisqu'il y a un colloque sur le droit nazi à 13h30, qui rappelle les raisons profondes de cet attachement viscéral du constituant allemand et de la Cour constitutionnelle à la protection des libertés individuelles. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette vision de l'Allemagne et aussi pour avoir respecté le temps. Juste, pour vous dire qu'on a prévu un espace pour les questions qui viennent de la salle à la fin de la première partie de la matinée, et la même chose sera faite à la fin de la deuxième partie de la matinée. Donc, ce n'est pas qu'on n'accepte pas des questions, mais on les a regroupées dans deux moments. Je demande à Gilles Pellissier, auquel je dois la parole avec plaisir, d'intervenir. Merci beaucoup. Alors, je ne vais pas faire exactement le même exercice qui vient d'être fait pour l'Allemagne, pour les autres États que nous avons étudiés, parce qu'il y en a beaucoup, parce que vous avez les fiches pays et leur synthèse dans le rapport. Mais je vais plutôt essayer de poser peut-être une ou deux questions en fait, qui me sont venues en étudiant. Moi, j'étudie plus particulièrement l'Espagne, mais aussi évidemment en lisant ce qui a été étudié pour les autres pays. Deux questions qui sont finalement peut-être une façon de poser certaines problématiques par rapport justement à la question de lutte contre le terrorisme et aux défis que les nouveaux pouvoirs et moyens qui sont donnés, que les démocraties, les États de droit se donnent pour lutter contre le terrorisme, peut poser justement à leur propre système juridique. Alors justement, en partant de la réorganisation des pouvoirs et des compétences, il apparaît que cette réorganisation s'est produite à des degrés variables selon les États. En fait, dans certains États, et bien sûr la France apparaît comme l'un des États où cette évolution était tout à fait notable, mais également évidemment en Allemagne, dans le monde anglo-saxon dans une moindre mesure, en Italie aussi. Il apparaît que la lutte contre le terrorisme s'est traduite par le développement ou l'extension des pouvoirs d'autorité administrative au titre de leur pouvoir de police administrative, justement. Il s'agit de donner des pouvoirs, de prendre des mesures qui sont très attentatoires
aux libertés individuelles, qui normalement, dans les autres domaines, sont réservés à un juge, soit au titre de condamnation pénale, soit dans le cadre d'instruction criminelle, mais ces pouvoirs donc sont conférés pour prévenir des troubles à l'ordre public, en l'occurrence un trouble particulier qui serait l'attentat terroriste. Et puis dans d'autres États, et c'est pour ça que l'Espagne est intéressant, et on voit également un petit peu en Belgique également, la lutte contre le terrorisme, c'est surtout essentiellement traduite par non pas par une reconfiguration des pouvoirs, mais plutôt par des pouvoirs plus importants donnés toujours au juge pénal. Et moins finalement les pouvoirs que l'extension de la définition de l'infraction, qui va s'étendre à des intentions, à des comportements considérés comme pouvant être des préparatifs à l'acte terroriste. Et c'est un petit peu également la tendance qu'on peut voir, qu'on le verra peut-être dans la législation européenne. Donc finalement, derrière la différence d'approche en termes de pouvoir et de compétences, je vois une certaine convergence de ces systèmes dans l'appréhension par l'autorité publique de ces comportements qui peut-être autrefois demeurés sans conséquence, qui passent en quelque sorte sous les radars, mais qui aujourd'hui, au nom de la lutte contre le terrorisme, vont déboucher sur des mesures particulièrement attentatoires aux libertés individuelles. Donc, comme il a été dit, saisie, perquisition, assignation à résidence et toutes les mesures que l'on verra dans la deuxième partie de la matinée. Et donc, je crois que ces questions posent aux juristes, de cette évolution que connaissent toutes les démocraties, la question évidemment de jusqu'où peut aller cette appréhension des intentions pour éviter l'acte terroriste, du droit préventif. Et la question que je voudrais poser, c'est au fond, dans quelle mesure la question de l'organisation des pouvoirs, dont on a beaucoup débattu en France, entre juge administratif, juge judiciaire, entre contrôle préventif ou contrôle a posteriori, en quoi cette question est-elle vraiment essentielle? Quelle est l'importance de la réponse à cette question, de cette répartition des compétences, au regard d'une normativité qui elle-même va conduire à s'interroger sur une intention, et que peut un juge, et là aussi on verra dans la manière dont le contrôle peut s'exercer, que peut un juge lorsque ce qu'il a à rechercher, c'est au fond comme disait la loi française sur l'état d'urgence, des raisons sérieuses de penser qu'un acte terroriste peut être préparé ou en voie d'être commis. Voilà. Donc voilà, c'est un petit peu cette question-là que je voulais poser à l'occasion de cette première partie, si au fond c'est finalement l'importance, la pertinence de la question de la répartition des pouvoirs. Est-ce que c'est finalement pas équivalent? Est-ce que le problème n'est pas finalement ailleurs? Voilà. Bon, des questions assez ouvertes, je pense, mais que je voulais juste poser dans ce cadre-là. Merci. Merci. Ici, comme vous voyez, la comparaison nous permet de voir un peu des typologies, des types idéaux dans les modèles qui ont été développés en termes de réponse, d'adaptation des institutions avec deux extrêmes. Mais on va voir ça peut-être à la fin de la matinée dans les conclusions. Jean Sirinelli, à vous la parole. Merci. Donc je vais évoquer aussi très brièvement cette fois la question du droit de l'Union européenne. Alors évidemment avec le préalable que la question va se poser avec l'Union européenne de manière tout à fait spécifique par rapport aux autres systèmes juridiques, puisque, vous le savez bien, l'Union ne dispose pas d'une administration, d'agents, bref, d'une force de police, ce qui explique que son intervention en matière de lutte antiterroriste va être partielle par rapport à celle des États. Donc c'est dans ce cadre partiel, évidemment, d'une action finalement juridique ou de coordination qu'il faut envisager l'action de l'Union européenne et l'évolution de son droit.
Alors, évoquer quand même l'Union européenne n'est pas inutile ici, pour plusieurs raisons. Et je ne vais pas reprendre la synthèse que nous avons produite sur le droit de l'Union européenne, mais essayer d'en tirer quelques enseignements. Tout d'abord, ce que l'on peut peut-être noter, c'est que les réponses apportées au niveau national à l'enjeu du terrorisme vont inspirer l'action européenne qui, en retour, va rétroagir sur le droit des États. Et donc le cas européen, tel qu'il est étudié, peut peut-être faire apparaître les points de consensus, voire de convergence des droits nationaux sur le traitement juridique du risque terroriste. Et de ce point de vue-là, l'étude du droit européen n'est pas inutile. Ensuite, deuxième élément de réflexion, parce que, et là c'est un point commun avec les États membres, la lutte contre le terrorisme met à l'épreuve le cadre institutionnel traditionnel de l'Union européenne. Il est obligé d'évoluer, de se perfectionner, et là il y a un point de convergence avec l'évolution du droit des États. Enfin, et j'insisterai un tout petit peu sur ce point, il me semble que la problématique de la lutte contre le terrorisme fait apparaître les paradoxes, les contradictions même de l'évolution du droit européen dans la période contemporaine. Un processus européen qui est partagé entre l'ambition d'une nécessaire action coordonnée des États dans un espace juridique de circulation, mais partagé aussi avec le constat d'un retour des États qui, notamment dans des domaines régaliens sensibles, ne veulent pas perdre la main. Et donc, je pense qu'effectivement, la lutte contre le terrorisme se situe vraiment à ce point de rencontre entre deux tentations finalement à concilier, retour des États qui veulent garder la main et nécessaire coordination de leurs actions. Et ces tiraillements, finalement, vont affecter, d'un point de vue horizontal, l'équilibre des compétences dans le système de l'Union européenne et affecter, dans un sens cette fois vertical, la répartition des pouvoirs entre les États et l'Union. Donc, pour illustrer cet élément, on peut déjà noter que d'un point de vue institutionnel, l'Union se dote des figures administratives que l'on retrouve dans les États membres en matière de lutte contre le terrorisme. On peut citer la figure de l'agence, c'est-à-dire de l'autorité indépendante avec Frontex, avec cette problématique que l'indépendance ici au niveau européen n'a pas la même signification sans doute qu'au niveau des États membres, et la figure aussi du réseau avec, par exemple, ont été évoqués dans la synthèse, le réseau Airpol ou Atlas, qui permet la mise en réseau des forces et des polices européennes. Ce qu'on constate aussi, c'est que les structures internes de l'Union se perfectionnent, comme au niveau national. Et on peut citer, par exemple, la création du coordonnateur de la lutte contre le terrorisme, chargé de coordonner, de proposer, c'est-à-dire de mettre en cohérence l'action des services. Ensuite, ce qu'on peut noter, cette fois d'un point de vue normatif, et je finirai là-dessus, c'est que ce qu'on constate en matière de lutte contre le terrorisme, c'est qu'on a assisté à un développement de l'action des États d'abord dans un cadre international classique, cette action étant dans un second temps communautarisée, intégrée dans le cadre européen traditionnel. Et je pense ici à la coopération dite Prüm, qui résulte d'une convention signée entre 7 pays et qui désormais est intégrée dans le cadre européen. Et donc ça, voilà, il y a peut-être là aussi un effet sur les rapports de pouvoir dans l'Union européenne, avec finalement des États qui lancent une coopération en dehors de son cadre, et ensuite, finalement, cette coopération se communautarise et devient plus intégrée. Enfin, ce que l'on peut noter, c'est, qui illustrait ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'action normative européenne qui s'est intensifiée et dont finalement l'expression a été réalisée par l'intégration dans le droit primaire de la lutte contre le terrorisme, et bien cette action normative, elle est vraiment, elle conserve une certaine souplesse pour justement laisser une marge d'appréciation, d'action aux États, finalement respecter leur identité dans ce domaine très sensible où la sécurité doit être conciliée avec les libertés fondamentales. Et cette souplesse se traduit par le recours aux directives, évidemment, mais surtout à des actions d'appui, de coordination, notamment dans l'action préventive contre le risque de radicalisation des individus.
Donc voilà, pour conclure, on se dote de nouvelles structures qui affectent la répartition des compétences internes. Les rapports Union-État se traduisent par une action normative qui peut être parfois modérée. Et la tentation des États, effectivement, de d'adopter des règles au niveau européen qui pourraient leur permettre d'agir plus efficacement ensuite contre le terrorisme, doit se réaliser quand même sous le contrôle vigilant de la Cour qui, en la matière, reste attachée à l'idée de communauté de droit que constitue l'Union européenne, et les arrêts sur les sanctions infligées dans le cadre du système de sanctions de l'ONU le montrent bien. Voilà. Très bien. Alors maintenant, on porte disons, le regard sur la question des contrôles et des garanties. Et je demande à Sébastien Ourson et Caroline Guzman d'intervenir sur ce thème. Je vous remercie, madame. Alors, bon, deux risques majeurs, évidemment, en si peu de temps. C'est à la fois de dire beaucoup de banalités, enfin peu de banalités, c'est déjà beaucoup, et aussi de ne dire que des questions, finalement, que de faire que des questionnements. Alors, je vais être très honnête avec vous, je n'échapperai ni au premier risque, ni au second risque, je l'assumerai complètement. Alors, dans tout système juridique, lutter contre le terrorisme suppose, par définition, la mise en place de mesures. Première banalité, qui n'en est pas vraiment une, en vérité, parce que déjà, mettre des mesures en place, l'existence même de la mesure peut poser une difficulté, une question. L'existence des mesures, vous le savez, on l'a déjà rappelé, dans tous les systèmes qu'on a pu étudier, je crois, soit existent de manière pérenne, permanente, comme c'est le cas au Royaume-Uni depuis la loi antiterroriste, enfin terrorisme de 2000, soit ces mesures existent de manière exceptionnelle, elles sont déclenchées de manière exceptionnelle, comme c'est le cas, en tout cas dans le cadre de la loi du 3 avril 1955, état d'urgence, avant l'intervention de la loi du 30 octobre dernier. Dans chaque hypothèse, dans chaque situation, évidemment, on peut toujours discuter l'existence de la mesure et le bien fondé de la mesure. Évidemment, toujours. Mais on s'aperçoit à l'étude de l'ensemble des systèmes que ça ne suffit pas. Qu'il faut systématiquement envisager au premier plan la mesure restrictive et au second plan l'ensemble des garanties et des contrôles. Il y a une sorte d'équilibre qu'il faut absolument maintenir pour pouvoir comprendre le système et analyser chaque mesure. Donc, l'idée, en fait, de faire cette étude sur les garanties et les contrôles, c'était véritablement de penser de manière équilibrée les mesures restrictives des droits fondamentaux et toutes les garanties associées. Donc, ne pas penser l'un sans l'autre. Et je crois vraiment que ce travail collectif m'a conforté dans l'idée qu'il ne s'agit pas simplement de critiquer une assignation, une arrestation, une saisie pour elle-même, mais de comprendre toutes les garanties procédurales, judiciaires, juridictionnelles, qui sont attachées. Et on s'aperçoit qu'il y a véritablement une très grande palette d'hypothèses, avec toujours globalement les mêmes pouvoirs, assignation, perquisition, rétention, etc., mais avec des garanties, des modalités assez différentes en fonction des systèmes et une efficacité assez différente en fonction des systèmes. Alors, on peut prendre deux cas d'école. Et vous me direz si vous trouvez que le premier système est meilleur que le second. Un système dans lequel on trouve à peu près tout l'arsenal possible des mesures restrictives des droits fondamentaux. Assignation, arrestation, rétention, saisie, etc. Tout ce que l'on peut imaginer. Mais dans ce même système, avec toutes les garanties processuelles, juridictionnelles que l'on peut imaginer aussi. Donc, a priori, assez liberticides, mais également avec d'énormes garanties qui viennent équilibrer. Et un autre système, à l'opposé, dans lequel il n'y aurait quasiment pas de mesures que l'on pourrait qualifier de liberticides, très peu, mais très peu de garanties, voire aucune garantie. Quel est le meilleur système des deux? Donc il ne s'agit jamais d'avoir simplement un regard de premier niveau sur quelles sont les mesures restrictives des droits fondamentaux. Il faut toujours y attacher les garanties. Et la difficulté, j'y reviendrai après, je crois que la vraie difficulté, c'est comment penser les garanties et les contrôles avant même d'avoir pensé les mesures de premier niveau. Parce qu'en vérité, elles arrivent toujours après. Et toujours un peu a posteriori et toujours de manière maladroite. Et je crois qu'il faudrait d'abord penser les garanties avant de penser les mesures restrictives en vérité. Mais bon, c'est une question que je vous livre. Alors pour évoquer, mais j'ai déjà presque épuisé mon temps peut-être, pour évoquer donc cette question, je passe directement la parole à Carolina Cerda-Guzman qui va évoquer plus généralement les questions d'efficacité des contrôles dans l'ensemble des régimes étudiés. Et je reprendrai la parole, mais vraiment pour 2 minutes, au sujet des données.
Merci, chers collègues. Alors, effectivement, je vais repartir de l'élément que vous avez indiqué dans votre propos, c'est-à-dire dans le fait qu'une des premières opérations qui a dû être faite quand on a analysé les contrôles qui pouvaient être faits sur les législations antiterroristes, la première opération qui a dû être faite a été de distinguer d'abord le type de mesures qui étaient utilisées par les États. Comme l'a illustré, comme cela a été évoqué, et comme l'a illustré le cas français, la lutte contre le terrorisme peut être opérée via la déclaration d'un régime d'exception de type état d'urgence, qui, en tout cas a priori, laisse à penser que cela conduit à affaiblir les garanties et l'intensité du contrôle. Donc, dans le cadre de notre étude, on a fait cette opération, regardé effectivement si dans chacun des pays de tels dispositifs existaient et quel était le niveau de contrôle. Et l'état du droit a démontré que la situation est extrêmement diversifiée. On a certains États comme le Chili, l'Espagne, qui ont un système de déclenchement de régime spécifique très comparable à l'état d'urgence, mais qui aurait pu être déclenché dans le cas d'attaques terroristes, mais qui ne l'ont pas fait du tout. Donc, ce qui a aussi un peu appauvri notre analyse sur ce point-là. Après, d'autres États qui ont des dispositifs qui ne sont pas vraiment comparables à l'état d'urgence français, mais qui, eux, disposent de contrôles étroits assez approfondis sur l'application de tels systèmes spécifiques comme l'Angleterre, comme la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Et même lorsque, comme cela a été évoqué, même si en apparence il n'y a pas de tel régime exceptionnel, et donc laisserait à penser que ce seraient des États qui seraient non liberticides, comme les États-Unis ou comme la Belgique, on constate que malgré tout apparaissent des mesures liberticides, que ce soit par une interprétation implicite du texte dans le cas des États-Unis, ou soit vraiment de manière voie commune dans la législation de la Belgique. Alors, du point de vue du contrôle, on a quand même des points communs, même s'ils varient au niveau national. Un des points communs va être les contrôles qui sont opérés par les cours régionales. Ici, on a pu donc comparer la jurisprudence de la Cour interaméricaine des droits de l'homme et de la Cour européenne des droits de l'homme. Elles sont assez comparables dans ce système, dans le contrôle qu'elles font sur les déclenchements de régimes exceptionnels, en rappelant effectivement qu'il y a dans les deux systèmes des droits qui sont indérogeables, la liste étant un peu plus longue au niveau de la Convention interaméricaine des droits de l'homme. Mais en tout cas, toutes les deux ont estimé qu'effectivement, le risque d'attentat terroriste pouvait constituer un danger public menaçant la vie de la nation et donc justifiait des mesures liberticides. Alors, mis à part ces mécanismes exceptionnels, la très grande majorité des États adoptent leur dispositif de lutte contre le terrorisme par la voie commune sans utiliser ces régimes exceptionnels. Alors, de très rares constitutions mentionnent explicitement et directement la lutte contre le terrorisme et indiquent la procédure à suivre pour adopter ces dispositifs. Et ce qui est intéressant, c'est de voir si elle prévoit des garanties. Alors malheureusement, ces garanties sont assez faibles. C'est le cas de l'Espagne et du Chili qui mentionnent la lutte contre le terrorisme, mais ne prévoient que des garanties procédurales très très larges. Par exemple, l'exigence d'un quorum qualifié au Chili pour le vote des législations antiterroristes ou le passage par une loi organique en Espagne. Alors finalement, je vais revenir sur ce qui est en réalité la voie la plus commune qui est utilisée pour lutter contre le terrorisme, qui est la voie commune. Et donc on pourrait supposer que ces législations antiterroristes sont soumises au droit commun, au régime classique et commun de contrôle des actes de pouvoir législatif. En réalité, on constate que les jurisprudences constitutionnelles nationales sont extrêmement prudentes à l'égard de ces lois. La plupart des cours ont accepté un certain nombre de restrictions beaucoup plus poussées que la normale. Alors, un point demeure, toutes insistent, c'est ce qu'a dit mon collègue Sébastien Ourson, elles insistent toutefois sur la nécessité d'un maintien du juge. C'est vraiment une des exigences minimales qui est attendue par les cours constitutionnelles nationales. Elles acceptent des atteintes aux droits fondamentaux à partir du moment où la lutte contre le terrorisme constitue un but légitime, mais à la condition qu'il existe un contrôle juridictionnel minimal de la mise en œuvre de ces dispositifs. Alors c'est assez, lorsqu'on examine ce contrôle minimal, il reste extrêmement minimal. Je prendrai juste un exemple, qui est la faiblesse du niveau du contrôle qui est parfois opéré par le juge britannique, par exemple, sur les mesures restrictives ou privatives de liberté. Certes, ces mesures sont contrôlées par un juge, mais le contrôle du juge porte uniquement sur le caractère manifestement erroné de la demande, et l'exigence de motivation de ces mesures restrictives ou privatives de liberté est extrêmement allégée.
Donc voilà sur un bilan qui n'échappe pas aux banalités, hein, dans les grandes lignes. Je suis affreusement désolée, mais voilà, j'espère que ça pourra vous donner quelques interrogations pour la suite. Merci. Donc, et je reprends donc la parole comme prévu, mais très rapidement, je vous le rassure. C'est pour évoquer, et vraiment dans la continuité de ce qui a été dit par Carolina, c'est pour évoquer la question plus particulière des données personnelles, puisque vous l'avez constaté évidemment, cela fait partie des mesures nécessaires parce que c'est peut-être la meilleure façon d'anticiper l'existence, la survenance d'un acte terroriste. Et donc, c'est le moyen privilégié d'action dans l'ensemble des systèmes, le contrôle des données, donc la collecte, le traitement, la conservation des données. Et ça pose évidemment d'éminentes questions en termes de sécurité de la vie privée, avec encore une fois plusieurs niveaux de garantie. Un niveau international, comme l'a évoqué Jean Cirinelli tout à l'heure. Le droit de l'Union européenne est assez précieux de ce point de vue-là pour harmoniser les systèmes, et notamment je songe à une directive du 27 avril 2016 que vous retrouverez dans le rapport, qui donne un certain nombre de garanties en termes d'information des personnes, de rectification aussi des données collectées au besoin, et quelques jurisprudences aussi, dont une jurisprudence Digital Rights de 2014, qui finalement n'innove pas, mais pose un contrôle assez classique de deux ordres sur ce type de mesures de collecte et d'utilisation des données. C'est d'abord un accès ciblé, c'est-à-dire dans quelle hypothèse peut-on collecter, utiliser, conserver les données. On ne peut pas le faire évidemment dans toutes les hypothèses. Il faut qu'il y ait un objectif de lutte contre le terrorisme, évidemment. Et puis un second temps de contrôle qui est la proportion, c'est-à-dire un accès qui est à la fois ciblé et limité à proportion de ce qui est nécessaire. Donc on retrouve là des éléments classiques d'un contrôle libéral, comme ça peut exister évidemment en France. Mais ces garanties, lorsqu'elles existent et qui sont globalement harmonisées dans l'Union européenne, encore qu'on pourrait en discuter, il y a toujours, en fait, et c'est peut-être ce qui est gênant, mais ce qui est à la fois nécessaire, il y a toujours une sorte de soupape de sécurité lorsque les intérêts vitaux, lorsque l'urgence le justifie, etc., où là, c'est comme si les systèmes étaient débridés. Et l'Union européenne reconnaît tout à fait cette possibilité dans des cas d'extrême urgence, l'intérêt général qui, là, permet de faire sauter la plupart des garanties. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui se retrouve dans un certain nombre de systèmes, voire peut-être dans tous les systèmes. Alors, s'agissant des niveaux nationaux, qui est donc le second niveau de garantie lorsqu'il y a un système régional comme l'Union européenne qui est efficace, disons efficace parce que assez intégré, encore une fois, des choses qui finalement se retrouvent, mais avec une efficacité assez variable. Les États-Unis, avec le Freedom Act, qui autorise la collecte de masse des données personnelles, mais qui n'instaure pas une surveillance. Il y a quand même un ensemble de conditions qui sont posées, des garanties. Encore une fois, la demande ciblée et l'autorisation judiciaire, l'intervention du juge, comme l'a évoqué Carolina à l'instant. En Allemagne, je pourrais, mais je n'ai pas forcément le temps de le faire, mais développer ce qu'a évoqué tout à l'heure Philippe Cossalter. Et alors, le système britannique, sur lequel on doit s'arrêter un peu, parce que c'est peut-être le système qui est le moins protecteur, peut-être, mais encore une fois, c'est une question qui tient aussi aux traditions, à la manière de concevoir la lutte contre le terrorisme, la sécurité et les droits individuels, avec plusieurs niveaux, et niveaux dans lesquels le juge n'intervient pas toujours. Interception des communications, collecte et conservation. Au niveau de l'interception, au Royaume-Uni, elle peut s'effectuer sans intervention du juge, mais simplement avec l'autorisation d'une simple autorité administrative. La collecte aussi s'effectue de manière relativement libre, avec des objectifs qui peu à peu ont été étendus au Royaume-Uni et qui permettent en fait d'avoir une cible très large. Et lorsque la cible est très large, fatalement, ce sont les droits fondamentaux qui en pâtissent. Et la conservation des données, et là c'est finalement le seul point sur lequel le juge intervient, qui n'est pas un véritable juge d'ailleurs, c'est un commissaire judiciaire et qui a été intégré parce que précisément la Cour de justice de l'Union européenne est intervenue aussi. Donc ça a permis de tempérer le système anglais qui est un système peut-être plus radical que le nôtre. Alors je conclus très rapidement sur ce qui a été dit en revenant à la question que je soulevais tout à l'heure, qui s'applique dans toutes les hypothèses et aussi dans le contrôle des données personnelles. La tendance, c'est globalement quand même un affermissement progressif des garanties individuelles. Quand même un vrai affermissement. Mais l'affermissement, il est toujours en réaction à un autre affermissement, c'est l'affermissement des mesures restrictives, en fait. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas penser les premières sans les secondes. Jamais, c'est impossible. Et finalement, les mesures sont en réaction, elles sont parfois timides, parfois partielles,
parfois insuffisantes. Et l'une des interrogations fondamentales, à mon avis, que pose la question des garanties et contrôles, c'est ne peut-on pas penser les mesures restrictives après avoir pensé l'ensemble des garanties et contrôles, un seuil minimal sous lequel on ne peut pas descendre en toute hypothèse, du point de vue juridictionnel comme du point de vue processuel, évidemment. Je vous remercie. Très bien. Je remercie les intervenants pour avoir respecté strictement les consignes en termes de temps. En fait, avant de vous donner la parole pour prendre les questions, justement pour vous dire, ici à la table, vous avez les personnes qui ont participé à la fois à la collection des données, l'analyse des données, aux discussions. On a vraiment fait un travail collectif. Donc, on a fait tout d'abord la base des données, ensuite on a essayé de voir s'il y avait des tendances qu'on pouvait observer parmi les pays, les différences et les impacts potentiels des systèmes, par exemple, du droit commun ou de la Cour interaméricaine sur les États, d'où les remarques et les commentaires qui ont été faits sur le potentiel de convergence, par exemple, dans l'Union européenne, justement. Il y a un micro et j'imagine qu'il y aura aussi des questions dans la salle. On les prend. Merci. Alors, je suis désolé, on va être physiquement contraint. Oui, là, il faut que, ou vous essayez de compenser avec la voix, ou sinon, il faut se déplacer pour le micro. Vous voulez bien répondre tout de suite parce que c'est un peu... Cette notion est capitale dans les débats. Vous allez être déçus, car je peux vous donner la réponse. Je cherche mes petites notes tout de même. Mais la réponse se trouve dans un texte que vous connaissez déjà, puisque la définition juridique du terrorisme en Allemagne s'est faite par référence à la décision cadre du Conseil du 13 juin 2002, que vous devez connaître, relative à la lutte contre le terrorisme. Cette définition, tu l'as aussi ? Oui, mais je l'ai. Je te remercie. Et la suivante... Lorsque l'auteur commet un acte dans le but, premièrement, de gravement intimider une population ou contraindre indûment des pouvoirs publics ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales, politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d'un pays, ça c'est le but que se fixe l'auteur de l'acte et par quel moyen ? Par une atteinte contre la vie d'une personne pouvant entraîner la mort, une atteinte grave à l'intégrité physique ou l'enlèvement, la prise d'otage. Je continue la liste quand même puisque c'est la liste, on va dire, officielle. Le fait de causer des destructions massives, de capturer des aéronefs, de fabriquer, de posséder, d'acquérir, de transporter et de fournir des armes à feu, de libérer des substances dangereuses, de perturber ou d'interrompre l'approvisionnement en eau. Et on sait que sur le plan... Ça, c'est des choses dont on parle très rarement d'ailleurs. La protection de l'eau, c'est assez étonnant quand on s'occupe de droits des collectivités locales et qu'on veut accéder, par exemple, à un château d'eau. Il faut une autorisation préalable. Alors, c'est en général les concessionnaires de distribution d'eau qui s'en occupent, donc j'en sais pas plus. Mais c'est une donnée, je faisais une parenthèse. Et la menace de réaliser l'un des comportements énumérés au point A à H que je viens de citer. En somme, c'est la définition européenne qui n'est pas intégrée en tant que telle
pour être plus précis, mais évidemment, je n'avais pas le temps de le préciser, dans la Grundgesetz, mais qui, à travers les débats au Bundestag, au Bundesrat et dans les différentes instances, la définition qui sert de support, en quelque sorte, intellectuel à la définition du terrorisme en droit constitutionnel allemand. Et lorsque la Cour constitutionnelle doit analyser les dispositions de l'article 13 donc de la loi fondamentale parlant du terrorisme international, elle se réfère à cette définition. Donc, comme je vous dis, voilà, ma réponse est précise, mais elle est décevante, puisque c'est une définition que vous connaissez parfaitement déjà. Je crois que c'est le président Stern. Monsieur le Président. Non, à ce stade, je ne peux pas vous en dire plus, parce que c'est une affaire qui est en cours, donc qui est en cours d'instruction, et nous avons nous aussi des règles de secret de l'instruction. Donc, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'effectivement, les premières mesures d'application concrète de la loi du 30 octobre ont été prises très vite, puisque le ministère de l'Intérieur a souhaité qu'il n'y ait pas évidemment de rupture entre l'état d'urgence qui a pris fin le 1er novembre et l'application de la nouvelle loi. Donc les premières mesures de police administrative sur le terrain de la nouvelle loi ont été prises immédiatement. Elles ont donné lieu déjà, enfin quelques-unes d'entre elles, à des premières requêtes devant les tribunaux administratifs. Et comme on pouvait s'y attendre, ces requêtes ont été assorties de QPC. Ce n'est que le tout début, parce que comme la loi n'a pas été déférée par le contrôle a priori au Conseil constitutionnel, il n'y a pas eu au Parlement, c'est assez intéressant, il n'y a pas eu 60 députés ou 60 sénateurs pour déférer cette loi au Conseil constitutionnel. La question s'était posée de la transmission par le président de la République ou par le Premier ministre. D'ailleurs, vous avez sans doute vu que M. Cazeneuve, Bernard Cazeneuve, à l'occasion de la nuit du droit au Conseil constitutionnel, avait publiquement dit qu'à ses yeux, il pourrait être utile que le Premier ministre ou le président de la République prenne l'initiative de déférer la loi, comme d'ailleurs l'a été la loi sur le renseignement. La loi du 20 juillet 2015 a été déférée pour un contrôle a priori au Conseil constitutionnel par le président de la République. Là, ça n'a pas été le cas. Et donc, en l'absence de tout contrôle a priori, il y a effectivement une place devant le juge administratif, comme certainement devant le juge judiciaire, parce qu'il y a aussi beaucoup de procédures qui vont se traduire par des poursuites pénales pour infractions terroristes ou par des contrôles de l'autorité judiciaire, notamment sur les perquisitions. Donc je crois que dans les prochains mois, il va y avoir un nombre important de questions de constitutionnalité qui vont venir tant du Conseil d'État que de la Cour de cassation. Voilà, je vous ai juste indiqué qu'effectivement, les premières sont arrivées, mais sur le contenu, ça, je ne peux pas vous en dire plus, parce que ce sont des dossiers qui sont à l'instruction, donc qui sont encore couverts par le secret de l'instruction. Mais vous aurez très vite la réponse, parce que le délai de transmission des QPC est de 3 mois, donc vous n'aurez pas beaucoup à attendre pour connaître les décisions de transmission ou non, et ensuite les décisions du Conseil constitutionnel. Je suis heureux de vous annoncer qu'on peut prendre des questions jusqu'au fond de la salle. Bonjour. Est-ce qu'il est envisageable, d'un point de vue scientifique, de pouvoir tirer le bilan de l'efficacité des différents dispositifs ? Efficacité en termes positifs, est-ce que ça permet d'éviter la commission d'actes terroristes ? Et efficacité d'un point de vue négatif, ce qui rentre dans le contrôle du juge sur la question de la proportionnalité, mais là c'est un peu différent, c'est-à-dire le nombre de dégâts collatéraux, c'est-à-dire de mesures qui auraient visé des gens qui en fait ne sont pas en lien avec des activités terroristes. Est-ce que c'est scientifiquement, techniquement possible, d'un point de vue universitaire, de faire ce travail ? Moi, je peux avancer pas une réponse évidemment, mais peut-être une idée, parce que ça, c'est tout le problème, en fait. On est vraiment au cœur du problème, et à mon avis, au cœur du problème des mesures préventives. Parce que forcément, alors,
voilà, le président Stiern vous a donné un petit peu quelques idées de le dernier rapport rendu par le gouvernement sur l'état d'urgence. Donc il vous dit il y a X tentatives qui ont été déjouées. Bon, ça effectivement, on peut le dire. Ça montre quand même une certaine efficacité des services de renseignement, et ça je pense que personne n'en doutera. Voilà, maintenant, est-ce que les personnes qui ont été assignées à résidence, effectivement, s'ils ne l'avaient pas été, est-ce qu'ils auraient commis un acte terroriste? Voilà, bon, ça c'est probablement impossible à dire. Impossible à dire. Si je peux ajouter juste quelque chose, c'est évidemment une question fondamentale. La question était vraiment celle de savoir si universitairement, scientifiquement, on pouvait essayer de déterminer des critères qui permettraient de répondre à tout ça. S'il y a une réponse, elle est plutôt d'ordre, à mon avis, dans l'étude sociologique plutôt que juridique en vérité. Parce que je ne suis pas convaincu du fait qu'il y ait un lien évident scientifique entre l'existence des mesures, des garanties et la commission de tel ou tel acte terroriste. On ne peut pas dire que le système français, parce qu'il a été visé à plusieurs reprises, est un moins bon système juridiquement qu'un autre système, parce que ça dépend de considérations qui sont largement extra-juridiques en vérité. Enfin, je crois. Après, on peut mesurer ponctuellement et encore une fois, on est dans la science qui est presque plus de la sociologie ou de la technique de rapport, mais je ne crois pas qu'on puisse aller vraiment beaucoup plus loin, en vérité. Enfin, mais c'est un sentiment très, très personnel. J'ajoutais un mot peut-être qui est une réponse, non pas scientifique, j'en serais bien incapable, mais un peu empirique quand même. Un constat empirique qu'on peut faire au terme de 2 années de contrôle par la juridiction administrative, des mesures de police administrative qui ont été prises. Et là, on a quand même quelques observations, je crois qu'on peut partager dès maintenant. Il y a eu une très grande différence entre les perquisitions et les assignations à résidence. Ce qui me frappe, c'est que sur les perquisitions, il y a eu un nombre très limité de recours. Très limité, plus de 4500 perquisitions administratives, j'ai donné les chiffres précis tout à l'heure, et vraiment à peine quelques dizaines de requêtes devant les tribunaux administratifs en matière de perquisition. Alors, ça vient peut-être que, par nature, la perquisition, elle a eu lieu, et qu'à la différence de l'assignation, il n'y a aucun contrôle vraiment effectif. Enfin, tout de même, il y a les possibilités de mise en jeu de la responsabilité. Ça a été très peu utilisé. Je pense aussi que dans beaucoup de cas, notamment quand il y a eu des perquisitions infructueuses, voire erronées, il y a eu des indemnisations à l'amiable qui ont été faites. En tout cas, il y a eu le contentieux des perquisitions administratives. Des perquisitions administratives est resté faible. Le Conseil d'État a défini un cadre global qui, je pense, a été ensuite reçu par les services sur la manière de pratiquer les perquisitions, mais le contentieux a été très, très limité. Et le ministère de l'Intérieur, dans le bilan, le dernier qu'il a rendu à la fin de l'état d'urgence, a indiqué, sans pouvoir donner tous les éléments, enfin, a indiqué tout de même que dans les attentats déjoués, les perquisitions administratives ont joué un rôle non négligeable. Sur les assignations, ça a été tout à fait différent, puisque là, il y a eu beaucoup de recours des assignations, et beaucoup de recours aboutissant à des suspensions, des annulations ou des modifications, des retraits par l'administration elle-même, des mesures qui ont été prises. En vérité, ce qu'on voit en matière d'assignation, c'est que le temps a été extrêmement important. Dans les premières semaines de l'état d'urgence, ça, je crois qu'il est certain que les assignations ont beaucoup aidé à faire tomber des réseaux, à désorganiser des réseaux. Il y a eu une très grande efficacité des premières, en tout cas vu du point de vue du juge, et des débats qu'on peut avoir sur le sujet, une efficacité très importante, un effet de désorganisation des réseaux produit notamment par les premières perquisitions. Un effet après décroissant avec le temps. D'ailleurs, le nombre de personnes assignées à résidence, plus de 400 au début, 40 à la fin. Et l'effet désorganisation, il s'est produit assez rapidement. Il y a un deuxième effet qui est plus dur à mesurer, je pense, qui est ce que les assignations ont permis aux services de renseignement de concentrer leurs efforts sur les personnes les plus dangereuses.
car je crois qu'on a tous vu, juges comme sans doute avocats, que les personnes assignées à résidence, ce ne sont pas les têtes de réseau, ce ne sont pas les gens les plus dangereux. Ce sont des personnes, si la mesure est illégale, pour des raisons sérieuses de penser qu'elles présentent un danger. Mais il est clair que les gens vraiment très dangereux, évidemment, on ne les assigne pas à résidence. Parce que l'assignation à résidence, c'est aussi une manière de sortir du bois pour les services de renseignement. Les personnes que les services de renseignement veulent vraiment appréhender, surveiller de très près, eux vont être traduits devant le juge pénal après des observations, mais pas assignés à résidence de manière préventive. Donc on a une population intermédiaire d'assignation à résidence, pas les têtes de réseau, et évidemment pas, à peine d'illégalité, des personnes qui ne sont pas du tout dans le circuit du terrorisme. Donc une population un peu intermédiaire, quand même importante dans l'efficacité des réseaux, mais pas les têtes de réseau. Et par conséquent, le fait de pouvoir, je dirais, de certaine manière, neutraliser des personnes dans la zone intermédiaire de dangerosité a permis, c'est sûrement un des effets principaux de l'assignation à résidence, surtout au début, de concentrer l'essentiel sur les personnes les plus dangereuses. Et ça, je crois que là, ça a permis, notamment dans les attentats déjoués, de surveiller de très près, parce que les moyens de services de renseignement, même s'ils se sont accrus dans ces 2 dernières années, sont quand même, comme moyens de tous les services, limités, ça a contribué à une lutte efficace contre le terrorisme. Voilà quelques éléments, je dirais, tirés de l'expérience. Et on a vu, l'administration elle-même, que dans un premier temps, on a balayé assez large, et d'ailleurs trop large, d'où le nombre quand même très élevé, contrairement à ce qui a été parfois dit et même publié dans certains organes, très élevé, des mesures qui ont été censurées par le juge ou rectifiées par l'administration à l'occasion d'une procédure judiciaire. Et un nombre quand même très élevé. Quand on était au début à près d'un tiers des mesures qui en référé liberté ne sortaient pas indemnes, c'est un taux très élevé. C'est un taux très élevé, mais qui peut se comprendre parce que dans un premier temps, on a balayé large, et alors très souvent, dans le référé liberté, l'administration s'en est rendu compte que la mesure ne tenait pas, ne pouvait pas être sérieusement défendue. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu au début beaucoup de décisions de désistement, de non-lieu, parce que l'administration, en quelques jours, en fait, s'est rendu compte que la mesure prise pouvait sans doute se comprendre dans un premier balayage, mais quand on allait plus loin, ne résistait pas à l'examen. Voilà quelques éléments donc, qui sont loin de répondre à votre question, qui ne sont pas scientifiques du tout, mais voilà, qui sont un peu tirés comme d'une expérience assez grande qu'on a eue dans les tribunaux administratifs et au Conseil d'État, spécialement devant les juges des référés. Pour renforcer les garanties juridictionnelles de ces mesures, il me semble qu'un des enjeux, c'est l'accès du juge au renseignement, aux données du renseignement, et ce qui pose le problème de leur transmission à l'autre partie, puisque ça peut remettre en cause l'efficacité de ce renseignement. Donc, a été évoquée l'adaptation du contradictoire qui a permis dans le domaine des fichiers, la loi du 24 juillet 2015 avec une formation spécialisée au Conseil d'État. Je pense que de tels systèmes, notamment les avocats spéciaux, existent aussi au Royaume-Uni et ont été d'ailleurs validés, je crois, par la CJUE. Et je voulais savoir si ces adaptations du principe du contradictoire existent un petit peu dans plusieurs pays de l'Union européenne. Ici, ça pourrait être étendu dès lors qu'on touche à des personnes susceptibles, liées au terrorisme, de manière plus générale au contentieux administratif en matière d'assignation à résidence, d'expulsion pour motif d'ordre public et autres. Je peux répondre. Ah oui, c'est bon. Je peux répondre sur certains éléments. Effectivement, l'adaptation du contradictoire, elle reste encore très mesurée parce qu'elle porte sur uniquement certaines
Elle est autorisée sur certains procès ou affaires spécifiques, et elle reste quand même, en tout cas en Europe, assez limitée, dans la mesure où les exemples que vous avez cités sont effectivement les exemples que nous avons relevés aussi, mais on serait enfin en tout cas je pense que ce serait erroné de dire qu'il y a des multiplications d'exemples de ce type d'adaptation du contradictoire au niveau européen. En revanche, ce que l'on constate, c'est que la Cour de justice de l'Union européenne est tout à fait favorable à l'idée qu'on adapte le contradictoire. Elle pose simplement la limite que cette adaptation soit limitée au strict nécessaire, et ensuite que les raisons pour lesquelles cette absence de communication, de non-divulgation des informations à l'autre partie soit expliquée, soit motivée. Après, on n'a pas... Du coup, voilà, la Cour de justice de l'Union européenne nous donne cette grande ligne. Les États, eux, ont pu innover, ont pu essayer de trouver d'autres solutions au niveau interne, mais ça reste encore assez limité. Les autres soit ne prévoient pas de tels mécanismes, soit se limitent à ne pas divulguer ces informations, et en se limitant à donner les raisons pour lesquelles ils ne communiquent pas ces informations à l'autre partie. Alors après, ce que l'on constate à l'étranger, moi j'ai vu le cas, en tout cas au niveau latino-américain, là il y a plus d'exemples où on a des vraies adaptations du principe du contradictoire, avec vraiment même des procès entiers sans communication complète de toute une série d'informations. Là, la Cour interaméricaine des droits de l'homme est revenue, mais c'est à nouveau toujours difficile de comparer parce que ce sont des mesures qui sont extrêmement poussées. C'est toujours ça le problème, c'est qu'on voit des cours, c'est ce qu'a dit Sébastien, on voit des cours qui posent des vraies limites, et quand on lit les jurisprudences, on se dit qu'elles sont extrêmement protectrices du principe du contradictoire, mais lorsqu'on regarde face à quoi elle réagissait à des mesures qui étaient tellement extrêmes qu'effectivement, elle ne pouvait que réagir de cette façon-là. Donc voilà, les exemples que vous avez donnés sont, à mon avis, les plus intéressants, et il n'y en a pas vraiment d'autres. Simplement une précision que vous aviez peut-être en tête, mais la Cour de justice s'est adaptée. Pour le coup, le nouveau règlement intérieur du tribunal, le règlement de procédure du tribunal, a été modifié pour justement intégrer les apports de la jurisprudence de la Cour de justice sur l'adaptation du contradictoire dans le cadre des contrôles des sanctions prises dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, la jurisprudence Cadier et autres. C'est-à-dire que la jurisprudence de la Cour a admis, et c'est pour ça peut-être qu'elle admet que les États eux-mêmes l'admettent, que certains documents ne puissent pas être communiqués à la partie mise en cause. D'ailleurs, elle admet aussi que certains documents ne leur soient pas transmis avant même la procédure juridictionnelle, c'est-à-dire que c'est une problématique qui se pose aussi au moment de la sanction administrative pour préserver son effet de surprise et d'efficacité. Mais cette jurisprudence de la Cour de justice qui est assez subtile, et à mon avis cette subtilité est liée au fait aussi que la Cour et le tribunal voient leur mission encore plus compliquée par la réticence des États à transmettre leur information à un juge qui n'est pas de leur ordre juridique. Donc, a fortiori, il faut, pour que les États transmettent aussi, présenter à leurs yeux les garanties suffisantes de protection du secret de ces informations. La jurisprudence, elle est vraiment articulée autour de l'idée de proportionnalité, de transparence et de proportionnalité. C'est-à-dire que la non-communication ne peut être admise que si c'est proportionné eu égard au contenu des informations. Et pour que cette proportionnalité soit aussi assurée, il y aura quand même transmission d'un résumé ou de certaines informations non secrètes, mais qu'on peut tirer quand même des documents qu'on ne communiquera pas. Donc voilà, la proportionnalité, elle est finalement, elle est, me semble-t-il, très au cœur du dispositif, à la fois pour le principe même de ne pas communiquer quelque chose, et ensuite quand même pour définir ce qui doit être communiqué en compensation. Donc en tout cas, voilà, la jurisprudence est assez casuistique et assez subtile là-dessus, parce que qui dit proportionnalité dit effectivement adaptabilité aux circonstances de l'espèce, et en tout cas ça a été traduit dans les textes, dans le règlement de procédure. Un petit retour d'expérience sur cette question qui est très importante, qui est très intéressante. Et ce qui a été très intéressant, c'est que de 2015 à aujourd'hui, devant le Conseil d'État, on a eu les deux. On a eu la mise en place de la formation spécialisée
avec le contradictoire asymétrique, et puis le contrôle, notamment référé liberté des assignations à résidence, avec là un contradictoire classique. Donc on a eu simultanément les deux procédures. Alors la loi de 2015, c'est quand même une très grande innovation en droit français. Il y a quelques exemples étrangers, européens. En droit français, c'est la première fois qu'une loi prévoit qu'il y a des éléments donnés au juge qui ne sont pas accessibles aux parties. Alors c'est certain que ça permet un contrôle juridictionnel très approfondi. Le juge sait tout et peut exercer son contrôle, mais il le fait évidemment de manière assez cachée. J'avais apporté la dernière décision qui vient d'être rendue par la formation spécialisée le 8 novembre dernier, décision où des éléments d'un fichier intéressant à la sûreté de l'État sont déclarés illégaux. Je vous lis la motivation, c'est très révélateur. Là, il y avait 2 fichiers qui étaient en cause. Pour le premier, ça va. Et la formation nous dit, en ce qui concerne les traitements de données mis en œuvre par la Direction générale de la sécurité extérieure et la Direction du renseignement et de la sécurité de la défense, il résulte de l'examen auquel la Commission a procédé, qui n'a révélé aucune illégalité, que les conclusions doivent être rejetées. Et elle continue, en ce qui concerne la Direction du renseignement militaire, cet examen a révélé que les données concernant la requérante figuraient illégalement dans les traitements d'informations nominatives mis en œuvre par cette direction. Par suite, il y a lieu d'ordonner l'effacement de ces données. Voilà. Et elle ne peut pas en dire plus, parce que tout ça est couvert par le secret défense. Et voilà, c'est l'édition publique, hein, ça. Voilà la motivation retenue par le Conseil d'État au terme de ce contradictoire asymétrique. Et la loi, évidemment, organisant cela, l'a fait quand même de manière très organisée. Ce n'est pas n'importe quelle juridiction, c'est uniquement le Conseil d'État. Ce n'est pas au sein du Conseil d'État tous les membres de la section du contentieux. C'est une formation spécialisée de la section du contentieux dont seuls les membres ont accès aux informations secret défense. Cette formation, très souvent, siège à huis clos. Elle a un rapporteur public. Elle a même 2 rapporteurs publics, mais très souvent, ils ne concluent pas en public. Ils concluent devant la formation sans public. Donc c'est très particulier. Mais évidemment, du point de vue de l'effectivité du contrôle, dès lors qu'on fait confiance au juge, c'est assez sensationnel. Et le malheureux juge du référé que j'ai été souvent, moi j'appartiens à cette formation, je ne sais pas du tout ce qui se passe. Il n'y a vraiment que les collègues qui y siègent. Moi, je sais ça, j'en sais pas plus. Et personne ne peut en savoir plus. Le reste est couvert par le secret défense. Dans les référés classiques, alors combien de fois, effectivement, comme beaucoup de collègues jugent des référés dans les tribunaux administratifs au Conseil d'État, vous savez que ce serait tellement mieux si j'avais le dossier de la DGSI. Et on dit, voilà, je vois le père de Prado qui a défendu, peut-être, voilà, ce serait tellement mieux si on avait le dossier. Là, on est obligé d'essayer de faire parler. Alors, c'est l'intérêt de l'oralité, du contradictoire. On a les fameuses notes blanches qui sont versées au dossier, qui sont soumises au débat contradictoire, posent des questions à la personne en cause, à l'administration, essaye d'en savoir plus, mais évidemment, on n'a pas tout le dossier. Et donc, on statue en définitive avec une forme d'intime conviction venant des débats contradictoires, des échanges, des pièces débattues au dossier, mais on ne sait pas tout. On ne sait pas tout. Et on sait bien qu'on ne sait pas tout. Et on ne peut pas tout savoir. On ne peut pas tout savoir. Donc voilà. Et il y a donc 2 équilibres différents, donc chacun a leurs avantages, leurs inconvénients, leurs forces et leurs limites. Et c'est très intéressant de savoir qu'il y a les deux. Une dernière indication aussi, c'est que la loi 2015, donc, elle a été déférée au Conseil constitutionnel à titre préventif. Il l'a jugée conforme à la Constitution. Il y a actuellement une procédure en cours devant la Cour européenne des droits de l'homme. Je crois pouvoir dire que, compte tenu de ce qu'est l'agent de la Cour, il n'y a pas trop d'inquiétude, je pense, à avoir sur cette loi. Enfin, on aura dans quelques temps une décision de la Cour européenne des droits de l'homme sur le respect du procès équitable dans ce système assez particulier, quand même, qu'a organisé la loi de 2015. Merci, Monsieur le Président. Pouvez-vous nous indiquer, s'il vous plaît, il y a 20 ans, on parlait beaucoup au barreau et dans différentes instances juridiques, judiciaires, des problèmes de confidentialité lorsqu'il y a des perquisitions chez les avocats. Et donc, à aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu une évolution et une harmonisation des procédures au niveau européen et mondial, mais surtout européen, pour justement bien préciser dans quelles conditions une perquisition chez un avocat, on ne doit pas prendre normalement l'agenda parce que figure le nom d'autres dossiers. Est-ce qu'il y a vraiment maintenant une restriction ou est-ce qu'il y a une procédure d'exception là-dessus? Merci. Je vais prendre la dernière question, le monsieur là. Et puis,
aux intervenants de répondre s'ils le souhaitent. Merci pour cet événement. En fait, tout à l'heure, lors de la présentation sur les garanties, les contrôles et les garanties, il a été en fait recommandé que l'on commence par fixer d'abord un certain nombre de garanties minimales avant de déterminer les mesures restrictives de liberté. Je me pose la question sur quels critères est-ce que vont se fixer, vont se déterminer ces garanties minimales. Si par exemple on ne connaît pas à la base les mesures restrictives de liberté, les menaces à la liberté, est-ce qu'il ne vaut pas plutôt mieux de commencer par examiner toutes les menaces restrictives de liberté et connaître l'ampleur des caractères liberticides de ces mesures pour fixer les garanties minimales? Merci. Merci. Alors, je demande aux intervenants un petit tour de table. Merci beaucoup pour ces questions qui ont été vraiment très importantes. Merci. Oui, bien sûr. Sur les perquisitions avocats, je voudrais bien distinguer les perquisitions judiciaires. Et bon, ça, je resterai plus compétent que moi. Sur les perquisitions administratives, il faut peut-être vous rassurer, madame, la loi du 30 octobre, justement, qui organise les nouvelles perquisitions administratives, avec l'autorisation maintenant du JLD de Paris, a un alinéa qui dit « Ces opérations ne peuvent concerner les lieux affectés à l'exercice d'un mandat parlementaire ou à l'activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes ». Et donc les perquisitions administratives de droit commun maintenant, telles qu'on est par la loi du 30 octobre, je rassure peut-être les avocats qui sont là, voilà, elles ne concernent pas les avocats, les journalistes, les parlementaires. Et la loi l'a expressément prévu pour les perquisitions administratives. Les perquisitions judiciaires, je crois qu'elles obéissent à un régime particulier avec le bâtonnier ou le président de l'ordre. Bien, merci. Donc, pour faire un petit peu la synthèse de ce qui a, enfin conclusion de ce qui vient d'être, de ce qui a été, ce qu'on a débattu, je pense que vraiment les questions ont bien permis de mettre le point sur les différents points sensibles de ces législations. Moi, j'ai deux remarques sur le contradictoire, d'une part, où effectivement, bien sûr, là, voilà, on voit bien qu'on met à l'épreuve quelque chose qui est quand même l'essence même du jugement. Il n'y a pas de procès sans contradictoire. Il y a un problème, bien évidemment, il y a la question de la confiance que le justiciable peut avoir en son juge, mais le contradictoire, ça sert aussi pour le juge, pour obtenir des éléments qui lui permettront de juger. Voilà. Bon, là-dessus, il y a effectivement deux aspects qu'il ne faut pas perdre de vue. Et puis l'autre point, à mon avis, qui me semble très intéressant, c'est la définition du terrorisme. Alors, on n'en a pas beaucoup parlé. On l'a un petit peu évoqué lors de la première question en ce qui concerne l'Allemagne. Bon, voilà, je veux juste dire un petit mot pour l'expérience, sur le cas espagnol, qui est très intéressant, où on a justement une longue histoire du terrorisme, puisque l'Espagne, avant de connaître le terrorisme actuel, a connu le terrorisme intérieur avec l'État, le mouvement indépendantiste basque armé. Et donc sa définition initiale du terrorisme était très liée évidemment au but, mais aussi à l'idée d'organisation collective armée. Et c'était ça qui était vraiment au cœur de la définition du terrorisme. Or, avec le nouveau, dans les dernières décennies, si vous voulez, ou 10-15 ans, avec le développement du terrorisme international comme on le connaît aujourd'hui, cet élément de la définition a disparu au profit d'une définition de plus en plus large des finalités de l'action terroriste, et aussi le développement, et on rejoint un petit peu ce que je disais, d'infractions purement intentionnelles, qui pouvaient être aussi, bien sûr, individuelles. Voilà, donc c'est cette convergence entre les deux qui va vraiment donner toute la mesure de la problématique du terrorisme aujourd'hui, à mon avis. Oui, alors je vais juste me permettre de répondre à la question qui a été posée parce qu'elle s'adressait assez directement à mon intervention et je ne voudrais pas vous décevoir parce que c'est une question qui me paraît évidente. Enfin, je pensais qu'on allait me la poser et j'aurais été déçu qu'on ne me la pose pas. Donc c'est très bien que vous l'ayez fait. Bon, alors je n'ai pas recommandé, je n'ai fait que questionner. Donc j'ai une forme de position neutre de l'universitaire basique, voilà, qui réfléchit mais qui ne fait rien. Donc je suis assez dédouané de ce point de vue-là. Simplement, évidemment,
évidemment que lorsque je disais pourquoi penser les mesures restrictives, assignation, perquisition, saisie, etc., toujours et globalement d'attendre quand même souvent de vérifier que les contrôles, les conditions procédurales, etc., sont à peu près correctes avec l'intervention du juge. Je crois qu'il faut penser les choses de manière plus équilibrée, plus harmonieuse, plus cohérente. Et donc de penser d'abord les garanties avec un seuil. Alors, vous avez évidemment bien dit les choses. On ne peut pas penser les garanties sans un minimum envisager chacune des mesures restrictives. Et d'ailleurs, le président Stian l'a très bien dit tout à l'heure, lorsqu'il parlait des jurisprudences sur les assignations et sur les perquisitions. Évidemment que empiriquement, c'est très différent, parce que ce sont des mesures très différentes. On ne va pas avoir le même seuil de garantie. Mais la question, elle est très simple. C'est, par exemple, pour une perquisition, est-ce que nécessairement toujours un juge, judiciaire, administratif, un juge, peu importe les systèmes, doit intervenir, oui ou non? Le contradictoire, est-ce qu'il y a un minimum de contradictoire garanti dans telle ou telle situation de saisie de données, etc. Enfin bon, c'est des choses qui sont fatalement tournées vers chacune des mesures. Ce n'est pas une sorte de seuil minimal pour l'ensemble des mesures en termes de terrorisme. Fatalement, il faut un peu quand même cibler tel ou tel type de mesure. Il n'empêche que je reste persuadé du fait qu'on devrait pouvoir penser les garanties au même moment que les mesures restrictives et donc de l'intensité des mesures restrictives. Ce qu'on ne fait pas toujours assez, je crois. Voilà. Merci. Eh bien, c'est 10h30, c'est vraiment parfait. Je vous remercie et je remercie aux personnes qui ont partagé avec nous les idées. On a une petite pause d'une petite quart d'heure et on sera ici à 10h45. Merci.